Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 5 mai. La région Île-de-France, avec l'association Atraxis, vient de lancer l'appel à projet InnovUp Expérimentation Tech et Secours. Objectif, développer des solutions innovantes pour les pompiers. Le dispositif a été présenté jeudi 29 avril au centre de secours de Saint-Germain-en-Laye. L'actualité, c'est également la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. L'empereur est mort le 5 mai 1821, l'occasion de présenter la collection napoléonienne du château de Versailles. Notre invitée à ce sujet, Valérie Valex, auteure et ancienne membre correspondante de la Fondation Napoléon. En fin d'édition, un défi sportif. À Jouarre-Pontchartrain, un habitant va faire le tour de la Corse en vélo électrique. En plus d'être sportif, le défi sera aussi solidaire. Mathieu Chanfreau veut récolter des dons pour Lou, 6 ans, atteinte du syndrome de Rett. Avant cela, une nouvelle maison médicale va bientôt voir le jour à Plaisir. Le président sortant, candidat à sa réélection du département des Yvelines, s'est rendu sur place la semaine dernière. L'occasion de revenir sur l'objectif du projet, lutter contre la désertification médicale du territoire. Plaisir n'échappe pas justement à cette désertification. Donc, sur Plaisir, on n'a pas suffisamment de médecins. Même si, comme vous le dites, il y a bien sûr un hôpital, mais l'offre proposée par l'hôpital aujourd'hui ne couvre pas les besoins du territoire de Plaisir. Et bien sûr, on a besoin d'une maison médicale pour faire venir des médecins. Les premiers médecins de la Ruche sont accueillis par l'hôpital en attendant la livraison du site en 2023. Pour les encourager à s'installer dans les futurs locaux, une prime a été votée par la commune à hauteur de 10 000 €. Direction Saint-Germain-en-Laye à présent, où les pompiers des Yvelines souhaitent développer des solutions innovantes dans leurs activités. C'était l'objet du lancement de l'appel à projet InnovUp Expérimentation Tech et Secours en collaboration avec la région Île-de-France. La vice-présidente en charge du développement économique, Alexandra Dublanche, a présenté ce dispositif jeudi 29 avril au centre de secours de Saint-Germain-en-Laye. Les détails de Nicolas Dandry. Un drone pour faciliter leur activité, c'est l'exemple d'une innovation utilisée par les pompiers des Yvelines, des outils de plus en plus présents dans leur mission essentielle, sauver des vies. L'innovation doit nous permettre de nous améliorer dans cette mission, doit nous permettre d'être encore meilleurs, plus performants, pour effectivement continuer à sauver beaucoup plus de vies dans des conditions à la fois beaucoup plus sécures pour les victimes et puis aussi pour les sapeurs-pompiers bien sûr. Autre exemple d'innovation, ce système de sécurisation de zones d'accident initié avec une entreprise située en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour sécuriser notre zone, on dispose des cônes pour interdire la circulation à l'arrière de ce véhicule bélier. À partir du moment où un véhicule rentre dans la zone jaune, instantanément, le flash blanc clignote 5 fois et le horn de devant avertit tous les intervenants. Pour faciliter le développement de solutions innovantes, la région Île-de-France avec l'association Atraxis ont lancé l'appel à projet InnovUp. Jusqu'à 500 000 € de subventions et 3 millions d'euros d'avances remboursables. Les entreprises peuvent candidater pour être sélectionnées d'ici au mois de juillet. Nos pompiers sont confrontés à de plus en plus de défis. Ils doivent eux aussi se moderniser, innover. Ils le font déjà, mais ils n'ont parfois pas toujours accès à tout le vivier innovant d'entreprises de la région Île-de-France. Et c'est là où nous, on peut intervenir au niveau de la région, les aider à avoir accès à cette innovation. Les startups devront tenter de relever 5 défis, comme l'optimisation de la prise en charge hospitalière des victimes, le renfort de la sécurité des pompiers ou encore la sensibilisation aux gestes de premier secours. Début des expérimentations en septembre prochain. Dans l'actualité également, un hommage sera rendu demain, jeudi 6 mai, à Justin Almeida, ce jeune sapeur-pompier volontaire de 19 ans décédé dans un accident de la route vendredi 30 avril dernier à Sonchamp. Le jeune homme se rendait à moto à Rambouillet lorsqu'en doublant un bus, il a été percuté par une camionnette. Il devait assurer le dispositif de sécurité lors de l'hommage national rendu à Stéphanie Montfermé, la policière assassinée par un terroriste une semaine plus tôt. Dimanche 2 mai, déjà, des pompiers, des motards, mais aussi des membres de l'association Une Rose
rose un espoir dont il était adhérent lui ont rendu hommage en déposant des fleurs. Là où a eu lieu l'accident, ce jeudi 6 mai, la caserne des pompiers de Rambouillet, où il travaillait, lui rendra également hommage lors d'une cérémonie protocolaire avec remise de décoration. Une cagnotte litchi a également été ouverte par sa famille. La somme récoltée sera répartie entre les 3 associations dont il contribuait, l'UNICEF dont il était ambassadeur, Une rose, un espoir qui lutte contre le cancer et l'œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraîne des sapeurs-pompiers. De l'histoire avec un grand H à présent cette année et principalement aujourd'hui, nous célébrons le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. L'empereur est mort le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, soit il y a 200 ans aujourd'hui. À cette occasion et avant de recevoir notre invité à ce sujet, je vous laisse découvrir la collection napoléonienne du château de Versailles. Un reportage de Nicolas Dandry et Justine Brasier. C'est l'une des plus importantes collections napoléoniennes. Le château de Versailles expose peintures et sculptures, des œuvres représentant l'empereur, les événements de son époque, ses grandes victoires comme celle du pont d'Arcole, de Marengo ou encore d'Austerlitz, mais aussi des personnalités de son entourage. Des œuvres qui ont toutes été pratiquement pour l'essentiel commandées par Napoléon pour sa propre communication et qui ont été rassemblées ici à Versailles par Louis-Philippe quand il a créé ses galeries historiques de Versailles dans les années 1830. Parmi les œuvres exposées, Bonaparte au pont d'Arcole, Napoléon passant le Grand Saint-Bernard ou encore le tableau du Sacre, une œuvre emblématique du Premier Empire réalisée par David. C'est un tableau évidemment qui est une recomposition d'une scène historique, puisque l'artiste a ouvert la scène finalement sur le devant pour que le spectateur participe de l'action du tableau vraiment. On a l'impression d'être vraiment dans le public, de participer en fait à cet événement du Sacre. Certains artistes de l'entourage de David lui ont suggéré de représenter l'empereur couronnant l'impératrice, qui était un geste plus auguste et qui avait plus d'allure pour le tableau. Premier consul, stratège général dans les armées de la République, l'empereur controversé a marqué l'histoire de France. Il laisse en héritage plusieurs institutions. Un système administratif en particulier sur lequel nous vivons encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la structure de l'État français est complètement un héritage de l'époque de Napoléon, avec la création de certaines institutions comme le Conseil d'État, la Banque de France, la préfecture, les lycées. La collection napoléonienne du château de Versailles recense 400 tableaux et 200 sculptures. Pour continuer à parler de ce bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, nous accueillons en visioconférence avec nous Valérie Valex. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de 2 livres sur l'empereur, mais également une ancienne membre, correspondante de la Fondation Napoléon à Paris. Alors, pour ce bicentenaire, une cérémonie officielle était organisée aujourd'hui, ce 5 mai. Le président de la République a prononcé un discours à l'Institut de France, puis est allé déposer une gerbe au pied de son tombeau aux Invalides. Cette cérémonie s'est liée notamment au fait que Napoléon a mis en place un certain nombre d'institutions modernes, n'est-ce pas ? Oh bah oui, on vit beaucoup dessus. Je suis pas sûre que tous les gens connaissent toutes les institutions sur lesquelles on vit. Moi, il y en a une que j'aime à rappeler tout simplement, c'est par exemple, outre le code civil et tout le reste, c'est aussi la numérotation pair et impair des rues. Avant, il y avait des rues à 500, 600 numéros où il fallait indiquer la boucherie en face, le barbier à côté. C'était pas simple. Et puis je le rappelle, il a aussi inventé le baccalauréat, les préfectures, le code civil ou encore les chambres de commerce, évidemment. La liste n'est pas exhaustive. Et c'était aussi un grand stratège, Napoléon Bonaparte. Il a mené de grandes batailles, j'en cite quelques-unes, le pont d'Arcole, Marengo ou encore Austerlitz, n'est-ce pas Valérie Valex ? Austerlitz, Friedland, Wagram, qui est l'une des plus célèbres, les plus reconnues. Après, on peut lui reprocher peut-être trop de batailles, mais finalement, il faut commémorer parce que c'est rappeler le souvenir aussi d'une époque glorieuse qui dominait l'Europe et dans laquelle elle répandait les lumières aussi. Il ne faut pas oublier ça, elle répandait les lumières à travers les pays occupés, on va dire entre guillemets, et les idées de liberté, d'égalité, de progrès par les élites mondiales, par les Français. C'est plus beaucoup le cas aujourd'hui, par peut-être la reine d'Angleterre.
Alors, époque en effet glorieuse sur le plan stratégique, glorieuse sur les institutions qu'il a pu mettre en place, mais aussi controversée. Cet anniversaire a ravivé notamment la controverse autour du fait, qu'il ait rétabli l'esclavage en 1802 ou encore de son énorme bilan humain, vous l'avez évoqué, lors de ses campagnes militaires. Je vais citer Emmanuel Macron, commémorer le bicentenaire sans le célébrer. Ce sont ses mots. Selon vous, aujourd'hui, cette cérémonie officielle, est-ce que c'est un événement, ce bicentenaire, qu'il fallait célébrer ? Aller à la célébration, c'est compliqué parce que ça amène beaucoup de polémiques et je pense qu'on a assez de sujets de division aujourd'hui avec le virus et tout ce qui se passe. Donc la commémoration, elle était parfaite. J'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron. Il était sobre comme il l'avait promis. Voilà. Il a énoncé des faits. Il faut regarder l'histoire en face et on ne peut pas la réécrire de toute façon. Donc il faut assumer tout. Justement, en parlant d'histoire, est-ce qu'il y a beaucoup de présidents qui ont commémoré ces anniversaires liés en tout cas à l'empereur Napoléon Bonaparte ? Alors il y a eu en 1921 les tout premiers présidents qui étaient là pour le centenaire de sa mort. Et ensuite, il y a eu notamment M. Pompidou, qui a vraiment, lui, célébré, au sens où on l'entend, vraiment avec des fêtes, enfin des choses comme ça. Mais c'était plutôt pour la naissance de l'empereur. Alors, est-ce que ça change quelque chose ? Bon, c'était célébrer Napoléon de toute façon. Alors, comme on le voit, vous connaissez bien l'histoire de l'empereur. Je le rappelle, vous êtes passionné d'histoire, particulièrement de Napoléon, de cette époque. Comment cette passion est-elle venue, Valérie Valex ? Tout simplement parce que je suis née dans les Yvelines et on n'habitait pas très loin de la Malmaison. C'était la promenade dominicale dans les jardins. À ce moment-là, c'était pas payant. On y allait facilement. J'étais fascinée notamment par Joséphine et de Joséphine sans Napoléon, c'était difficile. Il y avait qu'un pas, donc je l'ai franchi et puis voilà, comme ça, c'est arrivé. Dernière question, Valérie Valex, comme je l'ai dit, vous êtes auteur de 2 romans dont l'histoire se passe au temps de Napoléon. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire en vous inspirant de cette époque ? Et puis, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous racontez dans ces livres ? Alors, mes livres sont tout à fait post-napoléoniens, c'est-à-dire c'est en 1815, après Waterloo. Donc, je ne suis pas en pleine époque napoléonienne en train d'encenser l'empereur et tout le reste. Je veux raconter l'histoire d'un soldat qui a été gravement blessé et qui est fidèle aux valeurs, comme je le rappelais tout à l'heure, des lumières philosophiques qui étaient répandues à travers les pays. Et donc ça va raconter son histoire, parce qu'après ils sont persécutés. Il y a une véritable chasse aux sorcières qui est faite après 1815 par les royalistes, après les anciens de la Grande Armée, et notamment l'état-major de Napoléon. Et c'est ça que je raconte dans les 2 livres, en parlant notamment aussi des progrès qui ont été faits sur les champs de bataille, même s'ils sont épouvantables à dire, avec l'arrêt, the chirurgien de la Grande Armée. Et en 14, ce sera pareil, on va faire des progrès spectaculaires avec les épouvantables blessures. Malheureusement, les champs de bataille sont des viviers pour la médecine, notamment la médecine catastrophe. Merci Valérie Valex d'avoir été avec nous sur ce plateau pour ce 7-8 journal. Et évidemment, on retiendra Napoléon Bonaparte, personnage historique important, mais évidemment controversé. Et justement, après Napoléon, passons à la préhistoire. Une exposition a pris place au domaine de Saint-Germain-en-Laye. La préhistoire en bande dessinée présente les planches du dessinateur Éric Lebrun. Si l'exposition était initialement prévue pour les salles du musée, à cause de la crise sanitaire, elle a été montée en extérieur. Découverte avec Justine Brasier. La préhistoire en bande dessinée, 45 panneaux ont été installés au cœur du domaine de Saint-Germain-en-Laye. Objectif de l'exposition, montrer un panorama de l'art préhistorique. Depuis les origines, aux alentours de moins 40 000 ans, jusqu'à la fin du Paléolithique, aux alentours de 10 000 ans, de moins 10 000 ans, au moment où le climat se réchauffe. Les panneaux mettent en avant les planches du dessinateur Éric Lebrun. L'exposition est basée sur les 3 volumes de BD, l'art préhistorique en bande dessinée. Vous avez ces planches de dessin issues des trois BD qu'il a réalisées, l'art de la préhistoire. Et au verso se trouve en fait une autre BD dont il est scénariste. Les planches sont en lien avec des objets appartenant aux collections préhistoriques du Musée d'archéologie nationale, des collections pour l'heure visibles en ligne grâce à des QR codes, comme par exemple les Vénus. Nous voyons 2 statuettes féminines qui représentent des femmes enceintes qui ont été trouvées en Dordogne, une à Tursac et une à Cireuil, que l'on peut bien sûr retrouver dans les vitrines du musée, dans la galerie du Paléolithique. Et puis il y a aussi une petite dame qui est très connue, qu'on appelle la dame à la capuche.
L'exposition s'adresse à tout public. Une face est prévue pour les enfants, des planches sans parole. C'est l'histoire d'un petit enfant de Cro-Magnon qui découvre l'art en fait en mettant ses mains dans la boue, en laissant des traces derrière lui. Voilà. Et de l'autre côté, donc c'est un petit peu plus pour les parents entre guillemets. Ça raconte vraiment les différentes périodes de la préhistoire. Une exposition proposée jusqu'à mi-septembre. Elle est accessible à tous gratuitement. Depuis 2018, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines observe une croissance importante des foyers de chenilles processionnaires du chêne sur l'ensemble de son territoire. Cette chenille est inscrite dans une liste d'organismes vivants classés nuisibles et présente un risque sanitaire pour les individus et animaux. Pour faire face à cette prolifération, l'agglomération met en place différents moyens de lutte. Les précisions de Joe Sacal, Astrid Bergère et Bérangère Bourgoin. Depuis 2019, Saint-Quentin en Yvelines met en place des traitements pour lutter contre la prolifération des foyers de chenilles processionnaires des chênes. Le plus utilisé est le biologique. Pour 2021, il se déroule depuis le 12 avril et jusqu'au 31 mai. Il s'agit de la pulvérisation d'une bouillie avec une bacille. C'est une bactérie présente à l'état naturel. On pulvérise cette bacille sur le feuillage. Les chenilles qui sont défoliatrices viennent manger les feuilles et ingérer cette bactérie. Cette bactérie produit une enzyme qui va dégrader l'appareil digestif des chenilles et provoquer leur décès. 2 traitements par site ont lieu à 3 ou 4 semaines d'écart. L'agglomération ne peut pas agir sur l'entièreté de son domaine, elle sélectionne donc les sites les plus à risque. On priorise des sites en fonction de la fréquentation piétonne, du degré d'infestation et du site en particulier. La chenille processionnaire du chêne présente un risque sanitaire pour les individus qui peuvent avoir des démangeaisons et des réactions cutanées, un risque dû aux poils urticants présents sur le nuisible. Les personnes les plus à risque, ce sont les très jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes qui ont des problèmes de maladies respiratoires. Les animaux domestiques, notamment les chiens ou les ruminants, peuvent être beaucoup plus embêtés. Ils vont pouvoir avoir des conséquences bien plus graves, allant de l'ablation de la langue jusqu'au décès dans certains cas. L'Agence régionale de santé conseille tout de même aux personnes ayant été en contact avec les chenilles processionnaires de se rapprocher de leur médecin traitant. Pour refermer cette édition à Jouarre-Pontchartrain, un habitant a décidé de se lancer un défi, faire le tour de la Corse à bord d'un vélo électrique. Un projet pensé depuis des mois qui mêle sport, écologie et solidarité. Mathieu Chanfreau récolte des fonds pour Lou, une petite fille de 6 ans atteinte d'une maladie provoquant un fort handicap physique et mental. Reportage de Bichente Mérien-Santisteban. Un moteur, des rétroviseurs, un toit en panneaux solaires. Mathieu Chanfreau a assemblé un vélo pas comme les autres. C'est un vélo à 3 roues que j'ai acheté d'occasion également, que j'ai électrifié avec une entreprise qui est dans le sud de la France qui s'appelle Déclic Eco, qui m'a bien aidé, qui m'a aidé aussi pour toute la partie support des panneaux. Et puis le test, je l'ai fait il y a 2 jours seulement, donc juste 2 semaines avant de partir en Corse. Un bolide qui servira à faire le tour de la Corse dès le 13 mai prochain. 700 km en 1 semaine pour un dénivelé global de 10 000 mètres. En attendant son départ, Mathieu s'exerce à la maîtrise de son nouveau vélo. Le vélo électrique m'a redonné goût au vélo, m'a remis en forme. Aujourd'hui, je fais des distances de 80 km en VTT que je ne faisais pas avant. Donc ça marche dans les 2 sens en fait. On peut passer du vélo électrique au vélo bio et du vélo bio à l'électrique. Une expédition pensée en novembre dernier avec un ami dans laquelle il manquait quelque chose. Moi, il me manquait une dimension un peu humaine, une dimension utile à ce projet-là. Et donc, j'ai parlé à Nico que j'avais vraiment envie d'essayer de trouver quelqu'un qu'on puisse aider, en fait. Pas forcément une grosse association un peu impersonnelle, mais quelqu'un dans notre entourage, dans notre village. Et c'est un peu le hasard, ou je sais pas. Ça s'est passé un peu naturellement. 2 jours après, je suis tombé sur un post sur Facebook de Emeline Huet, qui est la maman d'une petite fille polyhandicapée dans Jouarre-Pontchartrain, dans un hameau qui est juste à côté. Et donc j'ai pris contact tout de suite et on s'est vu le lendemain et ça a accroché. Mathieu a décidé d'utiliser son projet pour médiatiser la maladie de Lou, 6 ans, atteinte du syndrome de Rett. C'est la maladie qui touche le plus de petites filles en France. Le côté sportif nous a tout de suite plu parce que nous on est une famille de sportifs. On a été un petit peu bloqués par le handicap de Lou pour pouvoir faire plein de choses. Et malgré son handicap, c'est vrai qu'on fait encore beaucoup de sorties vélo. Donc en fait on accroche sa poussette au vélo de Ludovic la plupart du temps.
Une cagnotte participative a été mise en place pour soutenir les traitements rares et coûteux de Lou. Le premier palier à 2 000 € pour un fauteuil permettant à Lou une assise confortable a été atteint. Maintenant, la cagnotte participative aide au financement de l'école Équithérapie, un ensemble de soins physiques et mentaux par les chevaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.